Bonjour tout le monde, je suis toujours en Inde. Ça fait rien, je vais faire quand même cette vidéo et beaucoup moins longue que la dernière fois et je vais vous parler de petits tips comme on dit sur l'alimentation. On va voir jusqu'où je vais, combien de sujets je vais traiter. Pour commencer, je voulais vous parler des mangues. Les mangues, c'est un super fruit. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'aime pas les mangues. C'est très doux, c'est presque comme, je ne sais pas si c'est suisse seulement, mais les sugus, pour les Suisses romands, on a tous connu un peu ça. C'est côté très sweety et très parfumé en même temps. Ben, c'est le cas de la mangue, elle est douce et parfumée. Il en existe des dizaines de milliers d'espèces et j'aime beaucoup celles qu'on consomme ici. Elles sont jaunes. Jamais vous avez de ces mangues énormes qui sont entre le rouge, le vert, etc. Non, c'est des mangues jaunes, pas très très grandes, mais le goût, alors là, ça va être difficile de s'en passer. De toute façon, on sort de la saison. En fait, cette mangue, je voulais pas parler du fruit en lui-même, je voulais parler de son noyau. De consommer son noyau. Pourquoi? D'abord, le noyau, enfin dans beaucoup de pays exotiques, on consomme les noyaux de plusieurs fruits, on consomme des noyaux d'avocat. Ben, ici, je vais vous parler des noyaux euh, de la mangue, et plus précisément, le noyau, tout le monde l'a déjà vu, après avoir rongé un peu pour en tirer le maximum, rester avec ce gros noyau. Et en fait, si vous faites bouillir ce noyau une quinzaine de minutes, hein, pas trop fort, mais que l'eau bouille quand même, euh, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous verrez que la forme de ce noyau a toujours un petit creux qui est un point faible, et vous pouvez rentrer avec un couteau pour l'ouvrir comme de la même manière que l'on procède pour ouvrir une huître. Sauf que là, si on l'a cuit une quinzaine de minutes, il n'y a pas cette difficulté au risque de se blesser comme avec les huîtres. C'est relativement facile. Et donc à l'intérieur, on va trouver une amande, hein, comme un petit rignone, comme disent les latins, hein, une forme de rein, un petit haricot. C'est une amande. Alors à consommer, c'est justement le fait de l'avoir bouilli va le rendre beaucoup plus facile à croquer dedans ou à découper des petits morceaux. Comme en Afrique, je crois, ils râpent cette amande hein, pour en faire un condiment. Là, je vous parle de manger cette chair, et cette chair, quand elle est bouillie de la manière dont je vous ai parlé, elle a une saveur, une texture qui fait penser, pour le meilleur, euh, à de la châtaigne. Mais pas de la châtaigne dans ce qu'elle a de plus. C'est pas de la purée de châtaigne, on n'en est pas là. Mais c'est de la châtaigne, et puis en même temps, c'est très astringent. Et en fait, pourquoi c'est consommé, voilà, c'est parce que c'est bourré de flavonoïdes, c'est gras, j'ai vu que c'était utilisé, enfin c'est gras pas au goût, hein, mais il y a des lipides dedans, et c'est des lipides, je pense, assez alcalins vu le goût, euh, pour cela. Oui, donc très gras et lipidique sans qu'on le ressente vraiment. J'ai lu qu'on faisait du beurre de noyau de mangue, et que c'est même très facile à faire à partir de cette amande, que c'était très bon pour la peau, probablement à cause de la vitamine A et de la provitamine A qui s'y trouve. Alors ça évidemment, et puis bien sûr tous ces polyphénols qui protègent, ce sont des antioxydants, souvenez-vous. Et puis dernière chose, c'est pour ça que je vous en parle,
c'est que pour ceux qui ont un petit flip sur la vitamine B12, c'est les personnes qui mangent plus de viande, eh ben vous avez là votre rapport en vitamine B12. Vous n'avez pas besoin de manger des tonnes de cette petite amande, vous en coupez une bonne petite tranche et puis ça suffit. Et vous pouvez même continuer à en consommer le lendemain. Après, bon, tout dépend si vous le gardez au frigo ou pas. Bref, ne le gardez pas plus d'une semaine, vraiment pas. Mais vous pouvez en consommer sur plusieurs jours. Et puis rien ne vous empêche de reconsommer une mangue et de recueillir un noyau. Enfin bref. Voilà, donc B12, ça c'est le plus intéressant pour les végétariens, mais il y a aussi la vitamine B6 et puis la vitamine A, comme je vous l'ai dit. C'est un complément non négligeable par ces jours du monde d'aujourd'hui, vu que l'alimentation a tellement tendance à s'appauvrir, et bien de recoller à des habitudes plus fondamentalement traditionnelles, c'est très intéressant. Voilà en ce qui concerne l'amande. Je vous engage à essayer au moins une fois. Deuxième petit tips. Je vais vous parler de l'habitude, et je ne sais plus où je l'ai vu, mais c'est devenu une habitude, c'est d'émincer un oignon cru très fin pour saupoudrer surtout les plats chauds qu'on va consommer. Donc c'est bien que ce soit de l'oignon doux et bon, déjà que ça ajoute quelque chose au goût, hein. Ça ajoute un peu ce piquant croquant qui est sympa. Et puis sur vos riz par exemple. Et puis tout le monde connaît les bons côtés de l'oignon, c'est-à-dire que c'est un hypolipidémiant, antiviscosité sanguine, fluidifiant sanguin en d'autres termes, un régulant de la glycémie, bien sûr. L'ail aussi, on partage la même chose avec l'ail, bourré de polyphénol, donc anti-cancéreux, contient de la vitamine C également, donc on en a toujours besoin à cause du stress oxydatif. Et puis, ça fait partie de ces aliments qui contiennent des fructo-oligosaccharides. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les fructo-oligosaccharides, c'est ce qui augmente d'abord la flore de passage dans l'intestin grêle. Et puis, c'est ce qu'on appelle un prébiotique, c'est-à-dire qu'il va nourrir les bons microbes de notre flore intestinale. Donc, que des avantages. Est-ce que, oui, alors certains c'est les régimes FODMAP qui en parlaient comme étant quelque chose d'un peu nocif parce que ça peut irriter l'intestin. Oui, non, oui, ben, il faut essayer, hein, il faut voir si ça ne vous convient pas, si vous avez l'intestin très sensible. Pourquoi pas, mais ça reste quand même des fructo-oligosaccharides qui normalement facilite la digestion. Et puis surtout, ça dépend quel oignon vous prenez. Les oignons doux ont moins ce côté punchy de soufre et donc est moins réactif. Vous avez également les oignons rouges qui sont très prisés pour ça, qui sont les plus doux pour cela. Et puis dernière chose, les oignons, comme l'ail d'ailleurs, augmentent de 300% la testostérone du corps. Et oui, messieurs, dégustez. Mais oui, dans un monde où la testostérone disparaît, sauf si elle est prise en pastille ou en injection ou je ne sais quoi, ou en grosse barbaque. Donc ces aliments qui stimulent cette testostérone, ben, c'est intéressant. Surtout apprendre à faire des vraies cures. Donc je vous rappelle que la testostérone, elle est autant féminine que masculine. Hein. Après, c'est comme elle est utilisée, mais
La testostérone qui n'augmente pas le côté œstrogénique dépend aussi de l'environnement interne. Donc ça aide à prendre un peu de masse musculaire, pour autant qu'on soit actif, pour autant qu'on soit dans un esprit actif, qu'on soit dans l'esprit du romarin, si j'ose dire, cette caractérologie euh, très dynamique. Ça va ensemble, on ne peut pas juste se contenter d'émincer ses bouts d'oignon. Mais quand même, c'est non négligeable. J'ai dit 300%, mais c'est chez les rares. Faudra voir. J'ai jamais fait des essais comme ça, mais c'est tout à fait vérifié. Mais si je vous parle de cette habitude de découper, d'émincer de l'oignon sur les plats, c'est juste pour l'agrément et comme j'ai dit, pour faciliter la digestion. Voilà, j'espère que ces petits conseils auront eu l'heure de vous intéresser, de vous amener des réflexions, des pistes. Hein. Aussi, ce que j'aime bien aussi vous proposer, c'est des pistes que vous pouvez creuser, essayer, etc. À très bientôt. Au revoir.